volatilité est-elle vraiment de retour sur les marchés? On en parle avec vous, Philippe Béchade. Bonjour. Bonjour David. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. La Bourse de Paris qui est encore dans le rouge. Aujourd'hui, rien de méchant au moment où on se parle. On a eu un bond du VIX vendredi aux États-Unis. L'indice de la peur, la perception future de la volatilité implicite par les investisseurs. J'espère qu'on nous suit. Enfin voilà, jusque-là. Est-ce que vol is back? Volatilité de retour. Vol is back. Trop tôt pour dire si c'est un phénomène durable. Ce qui est sûr, c'est que vendredi, il y a eu une secousse. Mais je dirais que 10% de hausse du VIX, on a vu ça il n'y a pas si longtemps, c'était début mai. Des séances où le S&P, puisqu'en fait c'est l'actif ou le référent auquel est adossé le VIX, on a vu des fois des mouvements de 8-9% sur le VIX avec une variation de 0,7% du sous-jacent. On se demande pourquoi le VIX Donc bondit. hier... Enfin, vendredi, ça ne me paraissait pas un pic de volatilité. Sachant que 21% de volatilité, il n'y a rien de... Voilà, c'est pas non plus... 21,5. Ça va. On général, est un petit peu au-dessus. Bon, ouais, c'est 15-18 en général, non? Voilà. Là. Au-delà de 20, on se dit c'est un petit peu tendu. Mais surtout... Alors, on a connu 80 au pic des crises. Oui, et puis bon, les derniers épisodes de consolidation qu'on a connus, un peu sévères, où on a vu les indices perdre 5%. Vous me direz, ça remonte à loin, ça remonte à fin janvier. Mais on a eu des séances où le VIX faisait des bonds de 22-25% en quelques heures. Donc là, je dirais qu'il n'y a vraiment pas péril dans la demeure. Bon, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est James Bullard, le président de la Fed de St. Louis. Absolument. Qui, on le sait, enfin, c'est pas une surprise non plus, je ne sais pas pourquoi les marchés se sont emballés, parce que, ok, il a dit que lui, il envisageait plutôt il faisait partie de ceux qui avaient... qui imaginaient, potentiellement on parle des dot plots, là, des estimations futures, voilà. des hausses de taux, qu'il imaginait, bref, une hausse de taux dès 2022 si l'inflation était plus importante que prévu. C'est une voie parmi d'autres, on connaît sa position. Pourquoi ça sème le trouble? Parce que dans le jeu de good cop, bad cop permanent, pour ajuster évidemment la réaction des marchés, des fois on annonce une mauvaise nouvelle et puis on ajuste en disant c'est pas si méchant, généralement... James Bullard, c'est un petit peu la voix des colombes, c'est le porte-parole des colombes. C'est lui qui apaise en général. Là, pour la première fois, il prend un petit peu la place de Robert Kaplan, qui lui, au contraire, dit qu'on aurait déjà dû commencer à normaliser il y a longtemps, que le laxisme monétaire est dangereux, que ça fait des bulles, etc. Bah voilà, pour une fois, c'est pas le personnage auquel on s'attendait qui met en garde. Si c'est Robert Kaplan, on sait que lui, de toute façon, il va dire que les taux sont trop bas, il y a des risques de surchauffe, donc on connaît le personnage. Voilà, ça vient de James Bullard, c'est ça qui marque psychologiquement. Ouais, et c'est ce qui a créé de la volatilité sur pas mal de marchés, encore une fois, sur les taux, sur l'or, sur le dollar, avec des corrélations qu'on avait en général et que là on ne voit plus. Voilà, je veux dire que le vendredi 18, le fameux jour des 4 sorcières, les corrélations ne correspondaient plus à grand-chose, ça partait dans tous les sens. Alors si on veut analyser assez finement ce qui s'est passé par les taux, puisque c'était la première question, alors les taux longs se détendent fortement après avoir surréagi au propos de la Fed, 10 points dans un sens, 10 points dans l'autre, puis finalement on enfonce les 1,50, et puis derrière il y avait un potentiel support, ce que connaissent les analystes techniques, autour de 1,44. On surveille ça parce que derrière, si on enfonce 1,44, on risque d'aller à 21. Pendant ce temps-là, les taux à 2 ans et à 5 ans se tendent. Forcément, on s'ajuste au discours de James Bullard qui dit que les hausses de taux, c'est pas 2023, mais peut-être 2022. Il y a un mois, on s'accrochait fermement à l'horizon 2024. Bref, ça s'ajuste forcément, puisque là, le 2 ans reflétait une probable stabilité des taux zéro jusqu'à 2024. Donc, ce n'est plus ça. Donc, la courbe de taux se comprime, elle s'écrase. Elle s'aplatit. Pour les banques, mauvaise nouvelle. Puisque eux... ils ont besoin d'avoir une courbe qui soit plutôt ils ont besoin qu'il y ait un différentiel entre le taux court, le maximum de différentiel entre le taux court où ils se refinancent et le taux long où ils prêtent. Ouais. Voilà, d'un seul coup, le 2 ans, le 10 ans, tout ça, ça risque de se rejoindre. Il n'y a plus de marge, il n'y a plus rien. Donc, gros gadin pour les banques, les assureurs, etc. vendredi. C'est ça qui, finalement, pèse sur Wall Street. Peut-être
plus justement que la volatilité. C'est-à-dire que techniquement, il y a un moment où le compartiment des valeurs financières a vraiment pesé. Et puis, alors, il y a un autre phénomène dont on va reparler, qui là nous éloigne vraiment des États-Unis et de la communication de la Fed plus ou moins bien orchestrée. Et ça va continuer toute la semaine d'ailleurs, parce que je crois que Jérôme Powell s'exprime le 22 juin. On aura ses lieutenants qui s'exprimeront après, qui feront le service après-vente. Il va y avoir du bruit, c'est ça? Voilà. Il y a eu un autre phénomène qui, à mon avis, a vraiment là perturbé toutes les corrélations habituelles. C'est la Chine? Et c'est la Chine. Quand la Chine dit, en gros, finalement, elle puise dans ses stocks stratégiques en matière de métaux, cuivre, fer, nickel, pour calmer un peu cette euphorie sur les cours des marchés, encore une fois, des métaux. Bah, en fait, toutes les comos, les métaux industriels, les métaux précieux, les soft commodities, c'est-à-dire les céréales, la viande congelée, jus d'orange, etc. Tout ça a flambé. Voilà, ça flambe en fait depuis novembre, depuis qu'on se dit que le vaccin va tous nous sauver, jusqu'à ce qu'on commence à se rendre compte que l'efficacité n'est peut-être pas aussi grande que ce qu'on espérait. Enfin, on va bien voir si ça perturbe ou pas. Ou si on l'inclut dans les raisonnements. Delta, voilà. Enfin, en tout cas, on était parti sur une hypothèse qu'on était tous sauvés, que le vaccin c'était du 95. Maintenant, si on arrive à 70, je pense qu'on sera content. Voilà. 70% d'efficacité. C'est ça. Voilà. Donc, les marchés n'ont pas du tout intégré le fait que la reprise va se poursuivre de façon indéfinie, etc. Donc, on jouait à fond le trade, croissance débridée. Et donc matière première. Et donc, matières premières naturellement, et la Chine est le premier acheteur au monde. La Chine absorbe 50% de toutes les matières premières consommées dans le monde. Et je pense que c'est même davantage parce que ce qu'elle ne consomme pas, elle en exporte beaucoup. Par exemple, les batteries, le nickel, et, tout ça, c'est raffiné en Chine. Et donc, c'est plus son intérêt d'avoir des cours aussi élevés. Donc, c'était une façon de... Bien sûr. Et alors là, ils ont joué en fait sur deux tableaux. Un, l'effet d'annonce, on va puiser dans nos stocks stratégiques. Ils ne disent pas à quel niveau. Ils ne disent pas s'ils vont prélever 5%, 10%, si c'est pour 3 mois, si c'est pour 6 mois. Ils disent rien du tout. Donc ils disent on va acheter moins et donc ça fait tomber les cours. Le fait de dire qu'on va puiser dans les stocks stratégiques, on est absolument incapable d'estimer parce qu'ils ne le disent pas donc. Qu'est-ce qu'ils vont prendre ? Et ça a son effet à quelle hauteur sur les cours des matières premières ? Énorme, puisque d'un seul coup, Enfin, le pétrole est à $74 le baril. C'est le seul qui ne baisse pas, finalement. C'est le seul qui ne bouge pas. Mais le reste, en fait, c'est la spéculation qui se fait couper les pattes. Et elle se les fait couper doublement. Parce que les autorités chinoises ne se contentent pas de dire on va puiser dans les stocks stratégiques, mais en même temps, Shanghai et Dalian, qui sont les deux principaux marchés sur lesquels on traite les dérivés de matières premières, disent on augmente les margin calls, le deposit, c'est-à-dire la garantie, donc on réduit d'un seul coup du jour au lendemain le levier qu'on peut prendre sur ces marchés, et on fait un truc encore pire, on dit, et en plus de ça, on va limiter les fourchettes de fluctuation sur les matières premières, donc sur ça décourage les spéculateurs, c'est ça? Ça les décourage, ça les prend en ciseaux, ça leur casse les deux genoux. De combien ont baissé les métaux? De combien ils ont baissé suite à l'annonce de la Chine? Alors ça dépend, si vous regardez l'acier, c'est de 5-6%, si vous prenez le palladium, c'est moins 12 en 48 heures. C'est quand même... ça crée on vient au sujet, ça crée de la volatilité. Pour ceux qui sont en levier 10 sur le palladium, parce qu'il existe de ce genre de levier, ils sont morts, c'est fini, ils sont nettoyés, terminés. Donc la Chine a tiré en fait sur les 3 leviers en même temps. Effet d'annonce, hausse des margin calls et marge de fluctuation des matières premières limitée. Imaginez que le même mécanisme existait aux États-Unis sur AMC, GameStop, BlackBerry, enfin tous les trucs qui sont partis dans des délires. Si on faisait ça aux États-Unis, il n'y aurait pas ces pics spéculatifs. Donc les Chinois, là, ils savent le faire. Alors ce qu'on sait peu également, c'est que 85% des positions à terme sur les matières premières, ce sont des particuliers qui les détiennent. Et 50% de ces particuliers sont chinois. C'est-à-dire que ce sont des gamers, les Chinois, c'est des spéculateurs. La bourse, c'est du mahjong. La moitié des positions spéculatives sur les matières premières... Ils sont à la fois grands consommateurs, puisque c'est le plus gros consommateur de matières premières, et en même temps, ils sont aussi spéculateurs dessus. Exactement.
Donc là, les spéculateurs, on vient de leur casser les deux genoux. Et tout ça crée de la volatilité aussi. C'est ce qui explique. Parce que d'un seul coup, oui, il y a beaucoup de choses qui étaient liées. Il y a le trade reflationniste et le trade matières premières. Comme je dis que 50% des positions sont détenues par des Chinois, ça veut dire que 50%, les autres 50 autres pourcents, sont détenus par des Américains, des Anglo-Saxons, ce qu'on veut. Donc évidemment, il y a plein de gens qui se font ratisser. Et ça entraîne quoi? Ça entraîne un effet domino. On voit par exemple que le Bitcoin et les cryptos sont en train de tester des seuils importants. Sur le Bitcoin, tout le monde surveille les 33 000 en suppliant. Mais il ne faut pas oublier que sur le Bitcoin, il y a des leviers 50. Donc déjà, quand le Bitcoin perd 7% en l'espace d'un week-end, vous avez déjà ceux qui sont en levier 30 ou 50, ils sont morts. Voilà. Donc la spéculation est en train de se dégonfler. Et la Fed qui annonce qu'elle remonte les taux, ça veut dire quoi? Que l'argent est plus cher. Ça veut dire que tenir des positions à terme, tenir des leviers, forcément, ça sera plus onéreux et ça réduit les marges de manœuvre. Sans lire dans le mar de café et prédire ce qui se passera dans les prochaines semaines, on sait qu'historiquement, quand même, les périodes de remontée de taux d'intérêt génèrent plus de volatilité sur les marchés. Ça, c'est une constante quand même, non? Alors, c'est vrai et moins vrai. C'est-à-dire que quand on est dans une tendance à la hausse de taux, et que comme en 2005, 2006, Sauf 2007... que là, c'est bien balisé. Là, on a bien balisé le terrain aussi. Les taux montent, c'est le signe que l'économie est en croissance, que tout va bien. Et là, je vais dire, ça roule. Là, le problème, c'est qu'on va mettre d'un seul coup la douche froide sur un corps surchauffé. Donc surchauffé à tous les niveaux. Enfin, la douche froide, elle ne sera pas si froide que ça. Au niveau spéculatif. C'est une douche tiède froide. Parce que, pardon, ce qu'on va faire à la Fed, on parle encore une fois de 2 hausses de taux en 2023, ça va pas très loin. Oui, 2. C'est l'anticipation aujourd'hui. Ouais. Et puis si en septembre, l'inflation n'est plus à 3,4, mais à 3,6, et qu'on se rend compte que c'est plus du transitoire, mais que c'est du transitoire qui dure, les anticipations, ce ne sera pas 2 hausses de taux, ça sera 4. C'est-à-dire que 4, ça nous mettra des taux à 1, 1,25. Mais par rapport à une inflation qui sera à 3,5. Mais qui ne restera pas à 3,5. Oui, mais imaginons qu'elle ne redescende pas en dessous de 2,8, 2,9. Ce qui est tout à fait possible. Parce que là, le coup que vient de nous faire la Chine, c'est très bien. Ça nettoie la spéculation. Mais ça ne change rien au fait que la demande de lithium pour les semi-conducteurs, le nickel pour les batteries, le cuivre pour les éoliennes, etc. Cette demande, elle est là, Cette demande, elle est vraiment structurelle. Ouais. Donc là, on vient, je dis, de nettoyer un petit peu le grenouillage spéculatif, mais fondamentalement, ça va revenir. Il n'y a rien qui va inverser ça. Et si derrière, on s'aperçoit que ce n'est pas 2 hausses de taux, mais 4, et qu'on se dit que même avec 4 hausses de taux, si on est à 1,25 pour une inflation à 2,50 ou à 3, là, on sera encore sur des rendements négatifs sur l'obligataire, forcément, puisqu'on perd. Et là, pour le coup, la Fed devra réagir, et là, ça changerait un petit peu la donne et l'équation. Ça veut dire que là, il va falloir qu'on revoie les raisonnements. Ouais. Et puis, aujourd'hui, on se dit, bon là, ouf, les matières premières rebaissent. N'empêche que beaucoup d'entreprises en ont acheté au plus haut, quand même. Ça fait quand même 1 an que ça dure. Et surtout, depuis novembre dernier, c'est devenu cher. Tout le monde en a stocké. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir le répercuter dans les prix. Ouais. Et les clients vont dire, mais attendez, là, ça a rebaissé, vous n'allez pas me facturer le prix des batteries. Ce sera à prendre sur les marges. Ça va peser sur les marges. Ce n'est pas du tout intégré aujourd'hui dans la valorisation des actions. Et tout ça est source de volatilité, évidemment, si ça devait se matérialiser pour les marchés. Alors, on parle de volatilité. Alors, il y a aussi il faut avoir une vision relativiste. C'est-à-dire que même si la volatilité n'a pas été énorme, la progression sur la semaine écoulée, il ne faut pas oublier que le Dow Jones vient d'effacer en 10 jours, la totalité de ses gains depuis le 5 avril. Voilà. Et tout ça s'était passé complètement inaperçu parce que le Nasdaq 100 battait un record jeudi. Donc, quand on voulait vraiment voir le verre à moitié plein, c'était facile de braquer les projecteurs sur le Nasdaq 100 et on oubliait que le Dow Jones en était à 8, 9 et puis 10 séances de baisse consécutive. Et ça, c'est un signal qui aurait dû nous alerter.
ça n'a pas été le cas. C'est pourquoi aujourd'hui, d'un seul coup, on a l'impression que tout bascule. Mais ça avait déjà commencé avant. Ça avait commencé avant. Allez, merci beaucoup. Explication signée Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe. Merci David.